Bonsoir tout le monde. Je voudrais en premier lieu m'acquitter d'un agréable devoir qui est celui de remercier d'abord les organisateurs qui ont pris la peine de nous réunir ce soir. Et puis en deuxième lieu, je voudrais tout aussi bien et aimablement remercier l'auguste assemblée que vous êtes pour vous être déplacés afin que nous puissions débattre de sujets qui ont été proposés ce soir. Ceci dit, il est très délicat et en même temps, cela constitue un défi pour moi de prendre la parole en dernier. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par ici. On nous a dit beaucoup de choses. Et je me demande si je vais revenir sur les mêmes choses ou j'aurai quelque chose de nouveau à vous dire. Comme je penche toujours du bon côté, je crois avoir quelque chose à vous dire. C'est la raison pour laquelle j'avais accepté l'invitation d'être ici. En fait, quand on a parlé, quand on m'a proposé l'éventail des sujets, j'ai regardé. Le premier sujet qui m'a intéressé, c'était vraiment celui concernant les droits et devoirs des Congolais. Pourquoi les droits et devoirs des Congolais? Puisqu'on peut tout dire, on peut parler de la spiritualité, on peut parler de la religion, on peut parler de la culture. Mais si on n'arrive pas à mettre l'homme congolais au centre des préoccupations, rien ne se fera. Alors j'ai trouvé que c'était pour moi un sujet fondamental, un sujet très important à aborder. Alors pour ça, je me suis dit, je vais l'aborder sous 3 angles différents. Dans un premier temps, je vais vous parler de la perception du peuple congolais face à la res publica, c'est-à-dire face à la chose publique. Comment est-ce que le Congolais perçoit l'autorité? En deuxième lieu, je vais analyser le comportement face aux enjeux politiques, puisqu'en fait, le moment que nous vivons dans notre pays, c'est un moment capital. C'est un moment où tout le monde, sans exception, parle de la politique. Pourquoi est-ce qu'on parle de la politique? Nous savons ce qui s'est passé lors des élections. Et je voudrais remercier madame qui est intervenue avant. J'ai trouvé que sa contribution, son témoignage était le plus éloquent. Le plus éloquent pour la simple raison que c'était quelqu'un qui est allé vivre sur le terrain, qui a vécu. Pas quelqu'un qui parle en tant que partisan, mais quelqu'un qui a été une observatrice neutre. Et les choses qu'elle nous a rapportées ici, ce sont les choses que auxquelles nous croyons fondamentalement, mais que malheureusement, il y a une grande partie des gens qui n'y croient pas. Tout simplement parce qu'ils sont aveuglés, alors que c'est la réalité. Si nous sommes en train de nous battre aujourd'hui, ce n'est pas par plaisir, c'est tout simplement parce que nos droits ont été lésés. Puisque nos droits ont été lésés, nous avons les droits aussi. Et le devoir de nous lever pour défendre ces droits-là. Vous comprenez qu'ici, j'entre dans un jeu de mots, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment la réalité dont nous avons le droit, nous avons le devoir de défendre nos droits. Donc, en troisième lieu et en dernier, je proposerai quelques solutions pour que le peuple congolais soit maître de son destin. Maître de son destin, c'est le mot capital. On ne peut laisser abandonner la souveraineté entre les mains des autres. On ne peut laisser la responsabilité de ce pays ou les décisions importantes entre les mains des autres. C'est nous qui devons assumer l'avenir de ce pays et c'est nous qui avons le devoir sacré d'assumer ces responsabilités et nous le faisons chacun à son niveau. Et je voudrais ici féliciter le peuple congolais, puisqu'en fait on a toujours dit et on a toujours parlé, mais d'une certaine façon, en utilisant des clichés, pour parler de l'homme congolais comme quelqu'un qui dort, qui fait ceci ou cela, mais pour une fois, pas pour une fois, dans mon texte en fait j'en ai parlé, j'ai vraiment balayé du revers de la main tous les préjugés qu'on apporte sur le peuple congolais. Ce n'est pas vrai que le peuple congolais c'est un peuple amorphe, ce n'est pas vrai, je l'ai dit dans mon texte ici, et je vous l'ai dit et je vous le répète, le peuple congolais a montré à la face du monde ce que nous sommes et ce que nous valons. Pour une fois, nous nous sommes mis debout et nous nous sommes dit, on ne va pas s'arrêter. Les autres vont comprendre ce que nous sommes et en fin de compte, dès qu'ils auront compris, ils vont nous respecter et ils vont respecter notre souveraineté. Alors, je disais, le peuple congolais, c'est un peuple qui a l'habitude de respecter les lois. Il l'a fait. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, cela a commencé depuis le temps colonial, on en a parlé ici. Donc nous sommes un peuple respectueux de l'autorité publique, un peuple respectueux des lois.
Et cela rentre carrément dans notre système de pensée, parce que nous dans nos villages, dans notre façon d'être, dans la division territoriale, nous avons toujours vécu dans des villages où il y a des chefs. Alors dans la mesure où il y a des chefs, on accorde l'autorité à ces chefs-là et on respecte ces chefs-là. Donc le respect n'est pas la soumission aveugle, qu'on se détrompe, ce n'est pas cela le cas. Il y a le peuple qui est là, qui croit avec raison en l'autorité et qui respecte l'autorité. Donc, alors pour parler de la colonisation, on a vu qu'il y avait l'État colonial qui était là, qui était mis en place, mais ce n'est que vers les années 50, qu'il y a eu vraiment éveil du peuple pour se dire on doit s'autodéterminer, prendre notre autodétermination. On a commencé à parler de l'indépendance, c'était vers la fin de la colonisation, et c'est là on comprend. C'était pas facile d'abattre le régime colonial, ça a pris du temps que ça pouvait prendre. Et puis il faut bien comprendre qu'on s'est servi plutôt de l'homme congolais pour asseoir le base de la colonisation, ce qui fait qu'on avait négligé beaucoup l'aspect éducatif ou éducationnel. Ce n'est que vers les années 50-54 qu'il y a eu les premières universités, avec cela l'éveil pratiquement de l'élite congolaise qui a pris son destin en main. Alors, pour parler de la colonisation, il y a eu ce qu'on appelle ici le jeu colonial, qui était un poids, qui était un grand fardeau, qui a fait que pour pouvoir se libérer, il a fallu qu'on mette en place les partis politiques. On a mis en place les partis politiques vers les années 50 et nous sommes allés aux élections, aux premières élections, puisqu'ici il y a une autre idée fausse qui est toujours véhiculée quand on parle de premières élections comme étant celle de 2006. 2006, ça n'a pas été vraiment les premières élections, ça a été en réalité le deuxième élections qui ont été organisées au pays, puisque les premières élections au niveau national ont été organisées en 1960. Alors donc je disais qu'avant les années 60, le peuple congolais n'était pas suffisamment imprégné dans la cause politique. Il y avait deux tendances qui s'étaient dégagées au niveau du peuple congolais. Il y avait, j'en parle puisqu'en fait cela a beaucoup conditionné notre façon, notre vision face à la chose publique. Il y avait deux tendances et ces deux tendances persistent par ailleurs. Il y a ceux qui voient l'État congolais comme un État unitaire. Il y a ceux qui voient le bon fonctionnement de l'État congolais à travers le fédéralisme. Et donc, à travers cela, on a vu la division du temps des années de l'indépendance entre le Labako, qui prônait le fédéralisme, et le MNC, le Lumumba, qui prônait l'unitarisme. Donc ça, c'est un facteur important qu'on doit tenir compte, puisqu'en fait, si on parle de la façon dont le peuple congolais voit son avenir ou son destin, c'est à travers ce mode de gestion. Moi, personnellement, je flirte entre les deux, c'est-à-dire que je suis personnellement défenseur de l'unitarisme, pour la simple raison que nous sommes encore très fragiles pour pouvoir dire qu'on embrasse à bras levés, à bras le corps, le fédéralisme. Pour asseoir le fédéralisme, il faut être un peuple mûr qui a conscience de l'application de la loi. Or, dans notre cas, ce n'est vraiment pas le cas, donc il faudra partir avec l'idée que nous sommes un pays uni, et avec cela, il faudra qu'on arrive à la décentralisation, parce qu'en fait, on a vu que les autres régimes, on a beaucoup parlé ici de Mobutu et de Kabila, et moi, personnellement, j'en avais parlé dans un de mes livres de la dictature en série. En fait, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Avec ces systèmes-là, où rien n'est solide, où rien n'est consolidé, on ne peut pas se permettre de laisser aller le pays sans pouvoir ériger les balises. Donc je crois que s'il y a une option à faire, c'est d'adopter le fédéralisme comme principe de base, tout en décentralisant, parce qu'on a vu que la centralisation n'a pas porté le fruit. Et puis si on considère la dimension de notre pays,
Nous avons un grand pays, l'État central, ce n'est pas l'État qui va aller diriger le pays partout. Alors il faudra qu'on arrive à décentraliser, qu'on arrive à mettre les autorités qui soient le plus proches possible de la population. Le peuple congolais face à ses responsabilités politiques, face aux enjeux politiques. Ici, il y a une question qui nous a toujours divisés, c'est les tribalismes. Il faudra qu'on les dise. On a parlé ici de partis politiques. C'est presque un scandale là. On nous dit qu'il y a 400 partis politiques, ou même plus. Est-ce que ces partis politiques correspondent réellement? Est-ce qu'on peut parler réellement de 400 partis politiques? Il n'y en a pas 400. Il y a à vrai dire une dizaine de partis politiques. Les autres, on le sait, ce sont des partis satellitaires. Ce sont des partis qui existent pour le bien, disons-le comme ça, de leurs présidents fondateurs, qui n'ont pas une certaine consistance sociologique, qui n'ont pas un appui populaire. Donc, ceci dit, il y a un problème qui bloque pratiquement l'émancipation politique du peuple congolais. Je l'ai dit ici, c'était le tribalisme, puisqu'on a toujours tendance à ne pas s'en détacher. Alors qu'à un certain moment, on doit raisonner en tant que père de famille. Je trouve ce raisonnement beaucoup plus fort, puisqu'on a toujours tendance à dire, bon, il est de mon côté, de mon coin, je le vote, sans regarder ce que la personne à qui tu confies ta voix peut te rapporter. Si je ramène les discours au niveau familial, c'est pour dire que ceux qui ont des enfants, et vous en savez quelque chose, c'est pas parce que ce sont tes enfants que tu peux pas être sévère envers tes enfants. Moi, je crois qu'un père responsable ou une mère responsable, c'est une mère qui éduque. C'est une mère qui montre la voie. Et si l'enfant se trompe, tu es le premier à lui montrer la voie et à lui châtier s'il le faut. On dit bien qui aime bien, elle châtie sévèrement. Alors, chez nous, c'est encore le contraire. C'est encore le contraire qui arrive, malgré... je ne veux pas mâcher les mots, malgré les bêtises, puisqu'en fait, nous sommes en train de vivre une période trouble, là où les gens qui sont au pouvoir, c'est comme s'ils étaient aveuglés par une certaine réalité. Ce sont des intellectuels consommés. On a vécu avec Mobutu le régime de professeurs, mais ce sont des gens qui, à les voir comme ça, on se demande s'ils viennent des universités réellement, ou bien ce sont eux-mêmes qui sont des professeurs d'université, puisque leur comportement est en contradiction avec ce qu'ils sont censés être. Donc, je disais, nous avons ce problème-là, que nous devons arriver à nous émanciper. Ce n'est pas parce qu'on est de tel coin qu'on est obligé de voter par la force des choses la personne de ce coin-là. Alors maintenant, avec les élections pluralistes, qu'est-ce qui arrive? Vous avez plusieurs gens du même coin. Vous êtes obligés, par la force des choses, de faire le choix. Alors, en ce moment-là, tu ne vas pas te dire, je vote celui-ci, je ne vais pas voter celui-là. Tu vas regarder quel est le meilleur candidat possible qui va servir votre cause. Je crois que c'est ça l'élément fondamental qui nous bloque, et il faudra qu'on arrive vraiment à se détacher de cet aspect-là. Parlons un peu de la diaspora. Diaspora, nous avons un grand rôle. Nous avons un grand rôle à jouer, et on l'a démontré. On a démontré, malheureusement, la constitution actuelle ne nous donne pas voix au chapitre, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voter comme tel directement, mais la diaspora s'est montrée à un certain moment responsable vis-à-vis du devoir qu'il devait assumer. Nous sommes impliqués beaucoup dans les élections qui viennent de se passer, soit en passant de mot d'ordre auprès de nôtres, ou soit en finançant pratiquement les gens qui étaient sur le terrain. Donc c'est un rôle qui est à souligner, mais notre rôle ne s'arrête pas là. Nous avons le devoir de guidance, c'est-à-dire d'orienter. Nous avons la chance de vivre dans des pays où il y a encore la liberté, où on peut s'exprimer comme on le veut, mais nous avons le devoir et l'obligation de faire miroiter à ceux qui sont au pays cet état idéal, donc la vie que nous menons ici, pour leur dire que ce que nous menons ici, ce n'est pas impossible de le faire chez nous. Donc, nous ne devons pas être le premier à dire les choses, à les professer, et quand tu as l'occasion de descendre sur le terrain,
tu fais le contraire. En fait, on a connu de blagues, je dis de blagues pour ne pas dire de choses de mauvais goût, avec les gens de l'AFDEL qui étaient rentrés au pays, qui venaient tous, ou la plupart d'entre eux en tout cas, qui venaient de la diaspora. Mais une fois qu'ils ont assumé les responsabilités au niveau politique, ils ont complètement oublié leur devoir qu'ils devaient faire. Alors en ce moment-là, ils ont commencé à penser plutôt à leur poche, à penser plutôt à leur famille, au lieu de penser nation, au lieu de penser la responsabilité au niveau collectif. Donc, nous avons une grande responsabilité et nous avons une chance aussi de se trouver à l'extérieur. Nous devons saisir absolument ces chances pour assumer d'abord nous-mêmes ici nos responsabilités. Et on ne peut assumer nos responsabilités que si on arrive à se mettre d'accord. On arrive à se mettre d'accord, si on arrive à construire ensemble. C'est au niveau de la construction que nous avons encore de la peine. L'expérience que nous venons de vivre ici nous montre que nous avons de très bonnes idées, mais nous travaillons encore chacun pour son compte. Alors que si on misait sur la force collective, je crois qu'on ira encore beaucoup plus loin. Puisqu'on a démontré, moi j'ai vu partout, en fait, il m'arrive de lire des moments de tel pays, tel autre pays. Nous avons presque toutes les mêmes idées et qui reviennent dans ces moments-là. Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait de mettre nos idées ensemble, d'épargner et du temps, et de gagner aussi du temps pour faire autre chose? Pendant que nous nous mettons chacun dans son petit laboratoire à étoffer des mémoires, à étoffer des stratégies, si on pouvait se mettre d'accord, se partager ces stratégies-là, je crois qu'on gagnerait beaucoup. Donc, je crois que sur ce plan-là, nous avons du pain sur la planche, nous avons beaucoup de choses à faire. Saisissons des opportunités comme ça où on nous donne l'occasion de réfléchir ou de repenser nos propres méthodes pour pouvoir le mettre en valeur et profiter pour que d'ici de nos idées, nous puissions créer une autre énergie, nous puissions créer une synergie qui peut nous permettre, et nous ici, d'avancer et en même temps d'avancer la cause qui est au pays. Je viens pratiquement de bâcler ma présentation. Ceux qui ont l'occasion de lire le texte, vous verrez que j'ai émis beaucoup d'autres idées, mais je préfère m'arrêter ici, étant donné que le temps est déjà avancé, de façon à permettre à l'auditoire, s'il y a des questions à poser, qu'on puisse les poser et que nous puissions partager tous ensemble le moment qui nous reste à vivre ensemble. Je vous remercie.